Hey, salut les élèves. Aujourd'hui, on va parler de l'idée des événements compatibles et incompatibles. On pourrait imaginer ceci comme des choses qui sont disjoints et joints, en gros. Compatible, ça veut dire que deux événements peuvent arriver en même temps, et incompatible veut dire que non, ils seront disjoints, on ne pourra pas les avoir. So, un exemple de deux événements compatibles, ce serait de piger une carte qui est un rouge et un diamant. Alors, ceci serait compatible parce que ça peut être rouge et diamant. Tandis que incompatible, ce serait de piger une carte d'un paquet de 52 cartes qui est rouge et aussi noir. Bah, en fait, la carte est soit rouge, soit noire. Ça ne pourrait pas être les deux. Voilà, so, on va parler de comment ceci fonctionne et la probabilité de faire quelque chose quand on a des événements compatibles et incompatibles. Là, on va parler de l'idée de et, l'intersection, et ou, alors l'union. Est-ce que ça existe ou pas? Donc, on parle énormément des cartes et des dés. Et quand on parle d'un dé, on parle d'un dé souvent, pas toujours, mais avec 6 côtés, qui sont numérotés de 1 à 6. Et on va souvent parler aussi de la somme, de si on lançait 2 dés, quelle serait la somme des 2 dés. Alors, c'est ça qu'on va regarder ici. So, Janek et jouent à un jeu de société. Ils ont deux dés ordinaires, ça veut dire 6 côtés numérotés de 1 à 6, pour se déplacer à son tour. Janek doit lancer soit des doubles, soit une somme, bizarre, soit une somme de 7 avec des dés ordinaires. Selon une autre règle, une joueuse ou un joueur qui obtient soit une somme supérieure à 8, alors une somme qui est supérieure et pas égale à 8, ou un multiple de 5, un multiple de 5 va marquer 100 points en prime. Alors, soit ils vont avoir une somme qui est supérieure à 8 ou un multiple de 5. Créez un tableau qui démontre toutes les sommes possibles. Alors, ceci, ça va vous rappeler quelque chose. 1 plus 1, ça va être 2. Ensuite, 1 plus 2, c'est 3. Et ça va augmenter juste par 1 chaque fois. Parce que 1 et 3, c'est 4. Parce que disons que D1, c'est 1. Et D2, c'est 1. Voilà, il y en a 2. D1 et 1. D2 et 4. Là, la somme est 5. Puis on continue comme ceci. Ici, on va faire 3 plus 1. Pardon, 2 plus 1 qui est 3. Et on continue 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qu'on va commencer à remarquer, c'est que ça fait des lignes diagonales qui sont équivalentes. Donc, 3 plus 1, c'est 4. 3 plus 2, c'est 5. Et on continue. Et voilà. Alors, on remarque que si on lance 2, 6, on finit avec une somme de 12. C'est le seul cas où on a une somme de 12. Si on lance 2, 1, on finit avec une somme de 2. C'est le seul cas où on a une somme de 2. Dans tous les autres, il y a plusieurs possibilités. 2 fois, on va avoir une somme de 3. 2 fois, on va avoir une somme de 11. C'est ça. Alors, la somme la plus commune qu'on va voir, c'est 7. Et aussi, voilà. So, la première chose, déterminer la probabilité que Violetta reçoive 100 points en prime pour son premier lancer. So, elle lance les 2 dés pour avoir 100 points en prime. Elle a besoin d'avoir une somme qui est supérieure à 8. Donc, où est-ce qu'on voit ceci? Une somme qui est supérieure à 8, on le voit juste ici. Ça, c'est où la somme est supérieure à 8. Si on pense à ceci, on va peut-être dire que la probabilité d'avoir une somme supérieure à 8, probabilité d'avoir une somme qui est supérieure à 8 est égale à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 cas où on a une somme supérieure à 8. Combien de cas y a-t-il en total? Bon, on sait que ceci c'est un 6 par 6, alors il y a 36 cas. Si on comptait tous les cas possibles, il y en aura 36. Ceci, on peut simplifier, mais on va juste dire que c'est 10 sur 36 pour l'instant.
Maintenant, on va aussi parler d'avoir la probabilité d'avoir une multiple de 5. Parce que ça aussi, ça pourrait nous donner 100 points en prime. Alors, où sont nos multiples de 5? Alors, les multiples de 5 sont 5, 10, 15. Alors, on sait que ça va jusqu'à 15. Alors, les 5 qui sont ici, et les 10 qui sont ici. Donc, on peut compter le nombre de cas où on va avoir un multiple de 5. La probabilité d'avoir un multiple de 5 est, puis on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8. Pardon, je ne devrais pas compter ceci, c'est une idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 sur 36. Ceci ne devrait pas être compté, ça c'était une idée, pas une des sommes. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir soit une somme qui est plus grande que 8 ou qui est un multiple de 5? Alors là, on parle de l'idée que ça doit être soit l'un ou l'autre. Alors, on dit la somme ou le multiple. Well, il ne faut pas oublier qu'ici, on a l'intersection d'une somme qui est plus grande que 8 et un multiple de 5. Alors cela, on appelle la somme qui est plus supérieure à 8 et l'intersection avec le multiple 5. Il y en avait 3. So, la probabilité c'était 3 sur 36. Encore, c'est parce que la raison pour laquelle on compte ceci, c'est parce que ces 10 ont déjà été comptés une fois dans une somme supérieure à 8. Alors on ne veut pas les compter deux fois. Donc pour trouver la probabilité qu'on ait les 100 points en prime, on a besoin de dire que c'est 10 sur 36, c'est la probabilité qu'on va avoir une somme supérieure à 8, plus 7 sur 36, qui est la probabilité qu'on va avoir une multiple de 5. Et ensuite, on a besoin de soustraire celle-là, l'intersection, parce qu'on les a déjà comptés une fois, puis on ne veut pas les compter deux fois. C'est juste comme avec les diagrammes de Venn qu'on a fait avant. Donc, on a 10 plus 7, 17, moins 3, c'est 14 sur 36. Alors, la probabilité, c'est 14 sur 36. N'oubliez pas qu'il y a toujours trois méthodes pour représenter la probabilité. On a une fraction simplifiée. Donc, 14 sur 36 en fraction simplifiée, on peut diviser les deux par 2. Alors, 7 sur 18. Ça, c'est une méthode pour la représenter. Ensuite, on va montrer avec une décimale. Alors, on fait 7 divisé par 18. Et ça, c'est en nombre décimal. 3, 8, 8, 9. Et si on veut savoir en pourcentage, pour 100, on multiplie par 100. Et ça nous donne 38,89%. So, ces trois manières démontrent la même chose. C'est la probabilité. Ceci, c'est encore plus précis parce que là, on voit que c'est périodique. On préfère avoir ça en fraction. C'est plus précis. Mais en tout cas, ces trois réponses sont la probabilité. Écrivez une formule. Bon, c'était deux événements compatibles parce que ça pouvait être une multiple de 5 qui est aussi une somme supérieure à 8. Alors on voit que ces deux choses peuvent arriver en même temps. Donc, si c'est compatible, ce qu'on a vu, c'est que la probabilité de S ou de M, alors supérieure à 8, ou multiple de 5, c'était, bon, on a eu ce 10 sur 36, ça c'était la probabilité que c'était supérieur à 8, c'est la probabilité que ça soit supérieur à 8. Ensuite, on a additionné 7 sur 36, ça c'était la probabilité que ça soit un multiple de 5. Donc, on a additionné la probabilité que ça soit un multiple de 5. Et dernièrement, on a soustrait l'intersection des deux. Alors là, ça c'était la probabilité que ça soit supérieur à 8 et le multiple de 5.
parce qu'on avait déjà compté une fois avec supérieur à 8, alors on ne voulait pas la compter une deuxième fois. Donc, on soustrait l'intersection. S, intersection. M. Si vous regardez sur la feuille de formule, nous avons cette formule. C'est juste ici. Probabilité de A ou B, bah, c'est la probabilité de A, on avait dit S, plus la probabilité de B, on avait dit M, moins l'intersection. Ce n'est pas que ou, c'est juste représenté comme ça, et A, c'est représenté comme ça. OK? Et c'est tout ce qu'il faut faire. Donc, quelle est la probabilité? C'est 38,89%. OK, on va tourner à la prochaine question. Ici. Alors, on va utiliser les diagrammes de Venn. Right? On aurait pu utiliser un diagramme de Venn pour la dernière question, mais on ne l'a pas fait. Ici, ce qu'on a, c'est les habitudes alimentaires. Alors, si les gens ils mangent le dîner, ou le déjeuner, ou les deux, puis on verra ce qu'ils cherchent. Le journal de Nicole a publié les résultats d'un sondage récent. Ne pas déjeuner. Alors, ça veut dire ne pas manger le breakfast. Right? Et ne pas dîner, ne pas manger le lunch, sont-ils des événements incompatibles? Alors, si on dessinait un diagramme de Venn, est-ce qu'on a une boule ici et une autre boule là qui ne se touchent jamais? Ou est-ce qu'ils sont compatibles et on peut les mettre ensemble? Donc, comment est-ce qu'on peut savoir ceci? Well, un diagramme de Venn, n'oublie pas, ça représente toujours 100% des cas. C'est l'ensemble universel. Alors, comme on a tous les chiffres ici, si ceci dépasse 100%, on va en gros dire que ces événements peuvent être compatibles parce qu'il y a des parties qui ont été comptées deux fois. Ça, c'est pourquoi ça dépasse 100%. Aussi, on peut juste réfléchir. Est-ce que c'est possible de ne pas manger le déjeuner et de ne pas manger le dîner? C'est fort probable que c'est possible. Alors, ce sera des événements compatibles. Mais, juste pour vérifier, on va les additionner. 62 plus 24 plus 22, vous pouvez faire dans votre tête. Sinon, 62 plus 24 plus 22, c'est 108. Comme nous avons 108%, ceci veut dire que notre diagramme de Venn représente plus que 100%. Ceci, c'est un problème, sauf s'il y a deux bulles qui s'échauffent l'une l'autre. Right? Alors, si ça c'est le cas, on a une partie qui a été comptée deux fois, et donc les événements sont compatibles. Alors, sont-ils des événements incompatibles? Non, ils sont compatibles. Détermine la probabilité qu'un élève, fille ou garçon, choisit au hasard de ne déjeuner, choisit quelqu'un au hasard, pardon, ne déjeune pas, mais cette personne dîne. Alors ceci, ça va être un peu bizarre parce qu'on parle des personnes qui ne font pas quelque chose. Right? Donc, pour ne déjeune pas, je vais mettre B pour breakfast parce qu'on a D et D. Et ne dîne pas, L pour lunch. Et déjeune et dîne. Alors ces personnes, en fait, ils font ces choses. Ces personnes ne sont pas en train de manger, tandis que ces personnes, ils mangent. Alors ceci sera la probabilité de B' et l'intersection de L', mais on va juste laisser comme ça. On n'a pas besoin de la numéroter, de noter. Donc, on crée un diagramme de Venn. Alors, ceci, c'est pour B. On a l'ensemble universel qui représente 100%. On va avoir B, qui représente les personnes qui ne prennent pas le déjeuner. On va avoir L, qui représente les personnes qui ne prennent pas le dîner, ou lunch. Et ensuite, on a 22% des personnes qui font ces choses. Alors, eux, ils vont à l'extérieur. Ces 22 personnes prennent le déjeuner et ils mangent le dîner. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a compté, il y avait 108. Pour trouver ce qui va ici, on fait 108% moins les 100% qu'on devrait avoir, et ça nous donne 8%. Donc, il y a 8% qui ont été comptés deux fois. Où est-ce qu'on met ces personnes-là? C'est ici. Sur la probabilité de ne pas manger les petits déjeuners et de ne pas manger le dîner, c'est 8%. Maintenant, comme on sait très bien, toute cette bulle doit représenter 62%. Donc, on fait 62 moins 8, c'est 54%.
Cette bulle-là doit représenter 24%. Alors, on fait 24 moins 8, parce que ces 8 ont déjà compté, et ceci me donne 16%. Pour vérifier si on a tout bien fait, ce qu'on fait, c'est on additionne tous nos pourcentages. Alors, 54 plus 8 plus 16 plus 22, c'est 100%. Ceci veut dire qu'on a bien fait. Alors, détermine la probabilité qu'un élève choisi au hasard ne déjeune pas. Si ces personnes ne déjeunent pas, so pas de breakfast, so c'est ici, mais elles dînent. Ah, ceci va être cette partie-là. Parce que ces personnes ne déjeunent pas, mais ces personnes ne déjeunent pas et ne dînent pas. So là, on va supposer que ces personnes dînent. Donc, pour B, c'est 54%. Pour C maintenant, détermine la probabilité qu'un élève, fille ou garçon qui est choisi au hasard, rate, alors manque, alors skip, au moins le déjeuner ou au moins le dîner. Pour trouver cela, ils peuvent louper soit le déjeuner, soit le dîner, ou soit les deux. So, ça va être ceci ou ceci. Alors, détermine la probabilité qu'un élève choisi au hasard rate au moins le déjeuner ou au moins le dîner. Bon, ces personnes ratent le déjeuner, ces personnes ratent le déjeuner et dîner, et ces personnes ratent le dîner. Donc, ce qu'on peut faire, c'est 54 plus 8 plus 16%. On les additionne tous ensemble et on finit avec, ça va être 8, 78. 78%. So 78% des jeunes ratent au moins un de ces deux repas. L'autre manière qu'on aurait pu faire, c'est, on aurait pu dire, well, on avait 100%, ce sont les personnes qui mangent, qui ne ratent rien du tout. Ces personnes mangent le déjeuner et le dîner. Donc, la différence entre le total et ces personnes-là, c'est les personnes qui ratent au moins une de ces deux. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut répondre à ces questions avec une diagramme de Venn. Ok. Tournez la page. On va faire cette question. On va la faire vite fait. Ok, pour 2500$, parce que là, il faut qu'on prenne une décision basée sur la probabilité. Pour 2500$, la mère de Raphaël achète un nouvel ensemble laveuse-sécheuse comportant une garantie de 1 an. Ok, c'est déjà elle a une garantie de 1 an. Mais pour un autre 450$, elle peut acheter une garantie prolongée de 3 ans. Raphaël a fait des recherches sur les réparations de ces appareils et il a trouvé les données ci-dessus. Les données qu'il a trouvées. Donc, on a la probabilité de réparation pendant la période de garantie prolongée. Alors, cette partie-là, on ignore la première année. On n'a pas besoin de savoir la probabilité là, parce que de toute façon, c'est garanti. Et on sait combien ça coûte. La mère de Raphaël devrait-elle prendre la garantie prolongée? So, on va parler en trop de détails ici, mais sachant qu'elle aura besoin de payer 450$ pour ceci, pour ce paquet. So, même si elle paye 450$ et sa laveuse casse, et c'est pas très probable que la laveuse va casser, mais les réparations sont seulement 400$. Elle aura payé 450$. Alors, elle est en gros en train de perdre 50$ parce qu'elle aurait pu juste payer ceci de poche. C'est pareil pour la sécheuse. Déjà, c'est fort probable que la sécheuse ne trompe pas en panne, qu'elle ne casse pas. Mais même si elle casse, pour faire réparer ceci, c'est 300$. Alors, là, elle perdra 150$. Si elle achète l'assurance ou la garantie, comme la garantie prolongée, ce qui arrive, c'est que elle paye 450$ pour cette garantie, mais la réparation lui aura seulement coûté 300$. Alors, elle est en train de perdre 150$, en pensant que ça arrive et que ça arrive qu'une seule fois. La probabilité que les deux cassent, les deux tombent en panne pendant ces 3 années, c'est 3%. Ça, c'est vraiment un très petit pourcentage. Et c'est vraiment là qu'on voit qu'elle
économisera 250 $. Oui, alors là, elle économisera 250 $. Alors, sans aller trop dans les mathématiques, on peut voir tout de suite, ce ne sera peut-être pas la meilleure décision. On trouve que cette garantie, ça coûte beaucoup trop cher. Parce que le prix de cette garantie dépasse le prix de cette réparation et le prix de cette réparation. La seule que ça ne dépasse pas, c'est celle-là. Et ça, c'est 3%. Cette probabilité est beaucoup trop basse. Alors, on va la conseiller de ne pas prolonger ceci. C'est trop cher. On va sauter les mathématiques pour cette question-là. Ouais, celle-ci maintenant. Donc, ça, c'est encore où on va utiliser un diagramme de Venn parce que ça nous aide énormément. Donc, on a les automobiles au Canada. Il y a une liste de toutes les voitures en vente chez les concessionnaires de l'Ouest du Canada. On a un modèle A, OK? Où, dans ce modèle, 43% des sièges, 43% de ces voitures ont des sièges en cuir chauffant. Sur cuir chauffant, on va mettre C. 36% de ces voitures ont un toit ouvrant. Et finalement, 49% des voitures n'ont ni l'un ni l'autre. Vraiment rien de spécial là. So, ces voitures sont à part les deux autres groupes. Détermine la probabilité que chez un concessionnaire, une voiture du modèle A ait à la fois des sièges en cuir et un toit ouvrant. So, on veut la probabilité de C et T. Alors, on cherche l'intersection de C et T. D'abord, la première chose, c'est combien de ces voitures ont les deux. Pour trouver ceci, ce qu'on fait, c'est qu'on va additionner tous nos pourcentages. 43 plus 36%, 43% plus 36% plus 49%. Ceci va nous donner le nombre de voitures qui ont été comptées deux fois, en gros. So, 3 plus 6, c'est 9, plus 9, c'est 18. Donc, on ajoute un 1 ici. 5, 8, 12, c'est 128%. Encore, vous pouvez utiliser une calculatrice. On a 128%. Si on a 128%, on va toujours soustraire les 100% qu'on peut représenter dans une diagramme de Venn. Et ceci nous donne 28%. So, même avant de commencer la question, on pourrait dire qu'on connaît la réponse. Pourquoi? Well, on dessine ceci. On dit que ça, c'est l'ensemble universel où il y a 100%. À l'intérieur, on a les voitures avec les sièges en cuir chauffant, avec un toit ouvrant, cuir chauffant, et il y a 49% qui sont à part. 49% des voitures vendues de la série A, du modèle A, n'ont ni l'un ni l'autre. Maintenant, on sait que cette bulle doit représenter 43% en total. Cette bulle doit représenter 36% en total. Et on sait que 28% ont été comptés deux fois. Ces 28% vont ici. Alors, on a 28%. Si toute cette bulle, la somme de cette bulle, doit représenter 43%, on fait 43 moins 28, c'est 15%. Pour cette bulle-là, on sait que ça doit représenter 36. Donc, on fait 36 moins 28, ça c'est 8%. La question, c'était détermine la probabilité qu'une voiture de modèle A ait à la fois des sièges en cuir et un toit ouvrant. Il cherche l'intersection. Donc, la probabilité est 28%. Et c'est comme ça qu'on peut résoudre ce problème. Je voulais montrer, mais non, on n'a pas besoin d'utiliser cette méthode. Donc, il y a juste une autre question que je veux que vous regardiez ensemble. Juste une seconde. Donc, on va continuer avec juste une dernière question. Cette question était sur le document qui était dans la dernière leçon, mais je vais remettre le document dans cette leçon-ci. C'est la première question. On va sauter tout de suite à B, mais c'est juste avant, quand on regardait ce genre de questions, on pouvait dire combien de manières il y avait d'aller de la maison à l'école, et ensuite on pouvait aussi dire combien de manières, de trajets différents y avait-il si on voulait passer par le bureau de poste. Ici,
ça va être la même chose, mais on va parler de la probabilité. Donc, la raison pour laquelle je dis qu'on passe tout de suite à B, c'est que on sait comment faire A, mais on va juste faire un petit rappel. So, Alex parcourt 8 pâtés de maison de sa maison chaque matin pour se rendre à l'école. Right? Il va 4 à l'est et 4 vers le sud. Alors, on a sa maison, on a l'école. Puis il rappelle qu'on pose la question, s'il ne se déplace que vers le sud et vers l'est, quel est le nombre total de routes de la maison à l'école? Donc encore, il y avait les deux méthodes qu'on peut faire. Ceci, on peut utiliser notre fameux triangle, ou nous pouvons tout simplement compter le nombre de pâtés de maison. Je sais que c'est déjà 8, mais juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors le nombre de trajets sera 8 factoriel. Puis on divise ceci par le nombre qui sont identiques vers l'est. Donc 1, 2, 3, 4. 4 factoriel fois et 4 vers le sud. 4 factoriel. Petit rappel que le numérateur, c'est toujours aussi juste les deux nombres dans le dénominateur. C'est la somme de ces deux nombres. 4 plus 4, c'est 8. Donc, on sort une calculatrice pour faire ci et ça va nous donner le nombre de trajets. Facile. So, on fait 8 factoriel, qui est un très grand nombre, et on va diviser cela par 4 factoriel fois 4 factoriel. Il faut qu'on mette ceci en parenthèse. Diviser par 4 factoriel fois 4 factoriel. Puis on ferme les parenthèses et ça nous donne 70. Alors, il y a 70 trajets différents pour aller de la maison à l'école. Quelle est la probabilité que son trajet traverse le bureau de poste? Quelle est la probabilité que sa route de la maison, alors ça c'est pour la partie B, traverse le bureau de poste? Ici, encore, je vous rappelle, il y a deux méthodes qu'on peut faire. Bon, d'abord, pour passer par le bureau de poste, ce qu'il faut faire, c'est on dessine une ligne verticale et une ligne horizontale qui traverse ce point. Et là, on voit que si on descend dans ce cadran ici, c'est impossible parce qu'il ne pourrait jamais remonter. Et si on va à droite, à l'est, là, il ne pourrait jamais revenir à l'ouest. À partir de là, il y a les deux méthodes possibles. Encore, on peut dire qu'on a cette boîte-là, et on va trouver le nombre de trajets pour cette boîte, et on va multiplier par le nombre de trajets pour cette boîte. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 factoriels divisé par 3 et 2, sur 3 factoriels fois 2 factoriels. Et ceci, on va multiplier par ce qu'on a dans l'autre. Dans l'autre, c'est 1, 2, 3. 3 factoriels divisé par 1 factoriel fois 1, 2, 2 factoriels. Quelques petits rappels. Le numérateur, toujours là. Le dénominateur doit être en parenthèse. Le numérateur, c'est la somme des deux nombres du dénominateur. Puis on va multiplier ceci ensemble. Encore, vous pouvez utiliser une calculatrice pour faire ceci. Moi, je vais juste vous montrer comment faire sinon. Ceci, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ceci, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc, en haut, on va voir 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Divisé par 3 fois 2 fois 1 fois 2 fois 1. Pour cela, tout cela sera multiplié par 3 fois 2 fois 1 fois 3 factoriel divisé par 1 fois 2 fois 1. Ce qui arrive, c'est en fait, ceci va s'éliminer et s'éliminer. 5 fois 4, c'est 20 divisé par 2. Éliminer. 3 divisé par 1, c'est 3. Donc, 20 fois 3, c'est 60 divisé par 2. Ceci, c'est 60 divisé par 2, qui est donc 30. Il y a 30 des trajets qui traversent le bureau de poste. Sur la probabilité de passer par le bureau de poste, c'est les 30 divisé par, il y avait combien de trajets en total? On vient de compter ça pour A.
70. 30 sur 70, qui est 3 sur 7. On peut la garder comme une fraction, ou on peut utiliser deux autres méthodes pour représenter la probabilité. Donc on fait 3 divisé par 7, qui est 0,4286. Et pour trouver cela comme décimal, comme pourcentage et pas décimal, on multiplie par 100, qui est donc 42,86%. Ces trois réponses veulent dire la même chose. Right? 3 sur 7, c'est la même chose que 0,4286 ou même chose que 42,86%. L'autre méthode qu'on aurait pu faire, un petit rappel, on aurait pu dire qu'il y avait une manière pour aller là, là et là. Puis on fait 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1 et 4. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10. Tout de suite, on voit qu'on a 10 pour la première boîte. Pour 10, c'était juste 20 divisé par 2. Ça, c'était 10 aussi. Alors, j'aurais pu écrire ceci. Ça, c'était 10 fois 3. Pour l'autre, on pourrait faire la même chose pour décider que c'est fois 3. Ou on peut juste continuer. 10, c'est le nombre de trajets pour aller jusqu'à là. 10, c'est aussi le nombre pour aller là et là. Donc, ceci, c'est 10 plus 10, c'est 20. 10 plus 20, c'est 30. Donc, il y avait 30 trajets qui allaient de la maison à l'école qui traversaient le bureau de la poste. Encore, pour trouver la probabilité, on dit le nombre qui ont traversé divisé par le nombre, juste sans restriction. Ok, je vais faire une deuxième vidéo aujourd'hui, puis je vais mettre à essayer toutes les questions de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Je suis dans plusieurs cours universitaires en ce moment, le soir, et je les fais en ligne. J'imagine que vous faites ceci aussi, mais moi je vais à YouTube et je fais times 1.25, 1,5, deux fois. Alors si vous voulez aller plus vite avec cette vidéo, allez, changez la vitesse, 1,5, 2, c'est comme vous voulez, et vous pouvez juste rebobiner, faire marche arrière, si vous voulez savoir ce que vous avez manqué. Ok, ciao!